S'il vous plaît. Chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'Agora de l'Humanité. Nous touchons à la fin de cette préparation de la 89e édition de la Fête de l'Humanité, édition particulière puisqu'elle marque aussi celle des 120 ans de l'Humanité. J'ai personnellement l'immense plaisir de finir ce montage, mais j'ai un honneur encore plus grand, c'est de laisser la parole à Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis et directeur de l'Humanité. Madame l'ambassadrice de Palestine, chère Allah, Monsieur le secrétaire national du Parti communiste français, cher Fabien Roussel, Madame la présidente du groupe CRCEK au Sénat, chère Cécile Cukierman, avec elle, je veux saluer l'ensemble des sénatrices et des sénateurs du groupe communiste. Ils sont quasiment tous là, donc je les en remercie. Et je tiens à saluer mon ami Adel Diane, sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Mesdames et messieurs les députés, donc j'ai vu Yannick, j'ai vu Soumia, j'ai vu Farida, il y en a d'autres, Antoine Léaumont doit arriver, Stevie Guyane. Merci à chacune et chacun d'entre eux. Mesdames et messieurs les représentants des écologistes, de la France insoumise, du Parti socialiste, de Après, et j'ai oublié dans les députés Alexis Corbière, évidemment, et tant d'autres. Chers élus de la métropole du Grand Paris, mesdames et messieurs les maires, je reviendrai tout à l'heure sur l'Essonne, conseillers départementaux du département de l'Essonne et de l'agglomération de Cœur d'Essonne qui nous invite ici chaque année, cher Éric, son président. Enfin, mesdames et messieurs les responsables syndicaux, d'associations, dont le Secours populaire français, les responsables de la CGT. Chers amis, chers camarades, c'est avec un immense plaisir que nous inaugurons cette 89e édition de la Fête de l'Humanité pour cette année 2024 où notre journal célèbre ses 120 ans. Cette fête est une bulle d'air dans un monde tourmenté, un moment suspendu de fraternité, de solidarité et de paix dans le tumulte de cette société dominée par le capitalisme qui épuise le vivant et la nature. C'est vrai, mais il s'organise partout des espaces de résistance, de lutte, des victoires arrachées aux tenants du capital qui permettent une vie meilleure. Il y a aussi les progrès humains et scientifiques qui, s'ils sont mis au service du changement et du plus grand nombre, sont porteurs d'espoir pour les peuples du monde. Vous le savez peut-être,
des éminents chercheurs travaillant sur l'espace ont découvert des traces d'eau dans la croûte martienne. Les quantités y seraient gigantesques, même si pour l'instant, il paraît difficile d'y accéder. La présence de l'eau sur Mars serait saisonnière, a priori salée, mais on ne sait pas encore d'où elle provient, du sol ou de l'atmosphère. Des études doivent être encore poussées pour savoir si la vie serait possible ou a déjà existé. Mais Elon Musk, le multimilliardaire américain, lui, envisage déjà d'y envoyer sa fusée SpaceX dans 2 ans. Et dans 4 ans, les premiers vols habités. Et ensuite, d'y construire une ville. On ne sait pas encore si cela est réalisable, car Mars et la Terre n'ont pas le même orbite et évoluent à des vitesses différentes. Il faut donc attendre tous les 2 ans pour optimiser le voyage qui durerait tout de même de 6 à 8 mois. Mais voici le vrai visage des milliardaires. Après avoir épuisé la planète Terre et le vivant, ils réfléchissent déjà à leur futur profit dans l'espace. Il est donc urgent de réviser le traité de l'espace de 1967 qui régit les grandes activités de la communauté internationale en y incluant nommément la planète Mars et en interdisant formellement l'exploitation des ressources sur place au profit d'entreprises privées. Chers amis, chers camarades, si évidemment la recherche spatiale est une chose formidable et ouvre le champ des connaissances, nous perdons chaque jour des milliers de litres d'eau sur Terre. Et je ne parle pas ici de l'eau mal utilisée, fuyant de canalisations mal entretenues. Non, il s'agit de l'eau douce, qui s'évapore de plus en plus en raison du réchauffement climatique. La qualité de l'eau se dégrade, également en raison de la pollution des sols, menaçant la biodiversité et notre alimentation, puisque le vivant est dégradé. L'eau, facteur de crise, là où des pays, des régions entières connaissent des situations de stress hydrique inédites, que ce soit au Maghreb, dans les Pyrénées-Orientales, dans la Corne de l'Afrique, la pluie devient une denrée rare et l'Europe ne disposera plus de glaciers à la fin de notre siècle. Les cycles de l'eau se dérèglent, entraînant des effets en cascade. C'est une question existentielle et je n'ai pas besoin de vous informer de son caractère vital. C'est notre activité humaine, nos modes de production qui en sont les causes évidentes. Alors qu'il entretient le mythe d'une ressource infinie, le système capitaliste détruit ce qui est vital. L'eau douce dans une planète composée à 70% d'eau, mais ne représentant que 2% du volume global. Autre ravage du capitalisme, c'est désormais l'air qui engendre 40 000 décès par an en France liés à des maladies respiratoires. Dans les métropoles du monde les plus pauvres, il n'est pas rare que les gens soient cloîtrés chez eux plusieurs jours pour éviter de respirer un air saturé de gaz à effet de serre. En plus du déni démocratique, le déni climatique se renforce avec les climato-sceptiques qui sont en réalité au service de ce capital. Pourtant, la lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité absolue, au risque de ne plus pouvoir vivre sur cette planète. Nous avons encore subi, cette année, des catastrophes climatiques. Malgré un été en trompe-l'œil de la France, il a été constaté une période caniculaire dans notre hémisphère nord. Et la Méditerranée est la région qui se réchauffe le plus vite au monde. Plus que les inepties racistes du grand remplacement, c'est le grand réchauffement qui nous menace toutes
et tous. Des efforts réels sont faits. Les émissions de gaz à effet de serre étant à la baisse en France, mais ceci reste largement insuffisant pour répondre à l'urgence climatique. J'ai une pensée pour les habitantes et habitants du Nord et du Pas-de-Calais qui ont subi de graves inondations et coulées de boue cette année. Des milliers de personnes ont vu leur vie quotidienne bousculée et basculer, ont parfois tout perdu, et ils pourraient être les premiers réfugiés climatiques en France, dans nos métropoles. Allons-nous encore, après tant d'années, contempler le déchaînement de la nature et ses effets dévastateurs, ou agir pour permettre à chacune et chacun de continuer à vivre sur cette planète? Parmi les 100 millions de réfugiés à l'horizon 2050, au moins la moitié le sera pour des raisons climatiques qui se combinent aux guerres pour les ressources, mais aussi à la misère et aux famines. La pollution est au cœur d'une mécanique de production mortifère pour nos conditions de vie et de travail. Dans le domaine agricole, la dégradation des sols et des nappes phréatiques impacte déjà notre alimentation, mais aussi avec l'utilisation par certaines industries des PFAS, des polluants dits éternels, et je tiens à saluer le camarade député écologiste Nicolas Thierry qui a porté avec son groupe et l'ensemble de la gauche un grand combat sur cette question à l'Assemblée nationale. À la fin, notre santé est lourdement impactée. Les cancers se développent, et ce, de plus en plus jeunes. Chaque dixième de degré supplémentaire engendre des dérèglements irréversibles, menaçant notre capacité à bien vivre. Chaque jour d'été a dépassé un record de chaleur, faisant de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais avant la prochaine, malheureusement. Car oui, il est possible de vivre avec 2 degrés, voire 3, voire 4 degrés supplémentaires, comme certains l'imaginent déjà au sommet de l'État. Mais dans quelles conditions? Celles de subir des aléas imprévisibles, des événements extrêmes, des menaces pour notre sécurité alimentaire et laissant des pans entiers de la terre invivable pour l'humain et l'ensemble du vivant. Ce monde que nous préparent les capitalistes sera structuré par l'instabilité permanente, les affrontements guerriers pour l'accaparement des ressources. Nous en voyons déjà les premiers prémices avec les tensions sociales et internationales déjà à l'œuvre. Ce scénario sombre s'écrira logiquement tant que le capitalisme conduira les affaires du monde et s'affranchira des garde-fous conquis au terme de puissantes mobilisations populaires. Ce capitalisme qui repose sur l'aliénation et une course effrénée au profit, au bénéfice d'une petite minorité, est aux antipodes du projet que nous portons, celui d'émancipation humaine au service de l'intérêt général et du plus grand nombre. Ce capitalisme financiarisé et mondialisé n'a jamais été aussi inégalitaire. En 25 ans, 10 points ont été transférés du travail à la rémunération du capital non productif. Le capitalisme débridé permet que plus de 1 000 milliards de dollars, fruits du labeur des travailleurs et des travailleuses, soient versés en dividendes aux actionnaires chaque année dans le monde. Alors, lorsque l'on dit que l'on veut changer ce système, on nous dit que nous sommes des utopistes. Mais ce sont les tenants de ce même système, ceux qui pensent que le capitalisme est la fin de l'histoire, qui sont des utopistes. S'ils pensent que les peuples vont continuer longtemps à subir les effets dévastateurs
de leur modèle néfaste. Nous leur lançons donc ce soir, tous ensemble, un avertissement. Les peuples ont déjà renversé le féodalisme que l'on disait éternel, puis la monarchie qui était de droit divin. Alors oui, nous le redisons ici en ouverture de cette fête, le temps est venu d'une nouvelle société, d'un monde de coopération et non de mise en compétition, d'un monde où l'on ne s'accapare plus pour soi ou une minorité, mais un monde de mise en commun des ressources, des richesses, des pouvoirs, un monde où chaque travailleuse et travailleur est maître de son propre outil de travail et décide où vont les richesses créées en s'appropriant les moyens de production. Un monde où la démocratie renouvelée est au centre de chaque décision. Ce but, ce chemin, est une construction vivante. Et pour notre part, nous le nommons le communisme et nous pensons que son temps est venu. Chers amis, chers camarades, notre projet impose que nous placions la démocratie en son centre pour éviter les erreurs et les crimes du soviétisme, à contre-courant du capitalisme qui, lui, s'accommode des régimes autoritaires et dictatoriaux partout dans le monde. Il ne peut y avoir de projet émancipateur pour tous les peuples dans le monde sans prise de décision collective pour y parvenir, et ce, à chaque instant. Ce que nous vivons en France depuis plusieurs semaines est à cet effet inquiétant. Nous sommes face à un pouvoir qui s'embourbe dans une dérive autoritaire et ultralibérale. Le président Macron a gagné par 2 fois face à la candidate du Rassemblement national, avec des voix de la gauche refusant de céder le pouvoir à la petite fasciste de Montretout. En 2022, réélu, il avait pourtant promis qu'il avait compris le message. Alors qu'il n'avait qu'une majorité relative, lui aussi, il a imposé, contre l'avis de 93% des actifs, une réforme des retraites inique, en piétinant le Parlement, en jouant avec la Constitution pour passer en force, malgré une mobilisation syndicale et populaire de grande ampleur. Je veux d'ailleurs saluer la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui sera demain avec nous. Et notre ami Laurent Brun, l'administrateur, qui est là ce soir pour la représenter. Nous le redisons ici, Macron n'a toujours pas de majorité d'idées dans le pays, ni à l'Assemblée nationale, pour contraindre les salariés à donner 2 ans de vie de plus au travail. Nous continuons donc à exiger l'abrogation et non un aménagement de la réforme des retraites et dire que notre projet, c'est bien la retraite à 60 ans pour tout le monde. Chers amis, chers camarades, la lente dérive autoritaire de ce pouvoir à la dérive ne s'arrête pas là. Toute critique, toute contestation est criminalisée, discréditée, sans débat. Les médias poubelles de Bolloré font leur job, mais c'est une lame de fond bien plus grave. Les voix des lanceurs d'alerte dans les entreprises, dans les territoires sont étouffées. Les mobilisations réprimées
les militantes et militants criminalisés. Les militants écologistes sont traités d'éco-terroristes. Les soutiens sincères à la paix sont traités d'amis des terroristes. Les militantes féministes sont caricaturées. Des parlementaires sont convoqués au commissariat et plus de 1000 syndicalistes de la CGT sont poursuivis au commissariat ou devant les tribunaux. Et c'est sans parler des réunions publiques interdites ou menacées par des groupuscules fascisants. La démocratie vacille quand le peuple ne peut plus aller dans la rue, que toute contradiction est marginalisée, caricaturée, annexée, dans le but de la rendre inaudible, et quand le débat se résume à des nuances de libéralisme. Nous le redisons donc ici, avec grande force. Nous demandons l'arrêt des poursuites contre tous les militantes et militants syndicaux et sommes solidaires de toutes celles et ceux qui luttent dans leur entreprise pour l'eau et le climat, pour la paix entre les peuples. Jamais nous ne laisserons le poison de la division s'installer au risque de toutes et tous être emportés. À cet effet, je sais que parfois, nous ne sommes pas toutes et tous d'accord, y compris ici, à cette inauguration, surtout sur la stratégie, sur tel ou tel mot d'ordre. Dans la longue histoire du mouvement ouvrier, les débats entre modérés et révolutionnaires ont toujours été vifs. D'ailleurs, le journal fondé par Jaurès, dont je vous invite à acheter le livre, qui vient de sortir avec ses plus beaux éditoriaux. J'ai relu beaucoup de Jaurès entre 1904 et 1914 et croyez-moi, les débats étaient bien plus piquants qu'aujourd'hui. Mais lorsque l'un d'entre nous est attaqué par les forces du capital, il faut faire bloc. Car si l'un d'entre nous tombe, alors nous tomberons toutes et tous. Chers amis, chers camarades, le président Macron a passé un cap ces dernières semaines. Le soir même de l'élection européenne, il a décidé seul de dissoudre. Il ne l'a pas fait comme un coup de poker, mais comme une stratégie politique bien huilée. Le capital, qui n'en a jamais assez, a exigé que les réformes continuent, malgré l'affaiblissement de Macron, suite à une mobilisation d'ampleur. Pression sur les salaires, mise à sac de la protection sociale et étape suprême, la retraite par capitalisation. Pour cela, le capital, main dans la main avec Macron, était prêt à la dissolution pour accélérer la contre-révolution libérale. Face A, Macron regagné dans un duel face à Le Pen. Face B, Bardella gagné. Et croyez-moi, le capital y était prêt. Car pour lui, l'extrême droite n'est plus un frein au business, comme le démontre l'exemple italien avec Meloni. Le capital français est en train ou a déjà basculé. Il est prêt pour conserver ses intérêts à un pouvoir autoritaire, libéral, mais aussi raciste. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la naissance et la victoire du nouveau Front populaire. Certes relative, mais victoire tout de même, car en démocratie, il n'y a pas de match nul. Battu, 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 répétons-le à l'envi. Macron a donc poursuivi son déni démocratique. Il a décidé seul d'une trêve olympique, seul que le gouvernement serait démissionnaire, permettant à 17 ministres de voter et donc de barrer la route à notre camarade André Chassaigne, candidat au perchoir, et qui, à cet instant, si la Constitution avait été respectée, il serait avec nous et il serait président de l'Assemblée nationale.
Et donc, parce que le peuple a mal voté, selon Macron, il est passé au plan C. Mépriser le résultat du vote et nommer Michel Barnier, issu d'une force politique, arrivé... C'est Michel Barnier que vous huez. Ça va alors. Il a nommé Michel Barnier, issu d'une force politique, arrivé 4e des élections législatives. Ce déni démocratique, c'est donc, je le dis moi, s'est transformé en coup d'État démocratique. Car même aux Jeux olympiques et paralympiques, le 4e n'a pas de médaille et ne monte pas sur le podium. Je le dis aussi, et ça peut être débattu, et ça sera débattu tout le week-end, fraternellement entre nous. Je pense que Macron n'a jamais envisagé de nommer Lucie Castès, ni personne d'autre à gauche. Son plan était clair, poursuivre, quoi qu'il en coûte, sa politique. Il a donc dealé avec l'extrême droite tout en faisant semblant d'organiser des nouvelles consultations. Oui, Macron et le capital sont prêts à tout, jusqu'à tordre les fondements de notre République, au nom d'une stabilité institutionnelle. Mais la réalité est que cette stabilité répond d'abord aux impératifs des marchés financiers. Il est donc temps d'en finir avec cette 5e République, à bout de souffle, qui donne des pouvoirs immenses à un homme ou une femme seule. Le président doit retrouver une place moindre. Les décisions doivent être prises collectivement, en respectant le Parlement. Les salariés doivent disposer d'un nouveau pouvoir dans l'entreprise. Les citoyens et citoyennes dans la vie de la cité et les usagers dans les services publics. Alors redisons-le haut et fort, cette 5e République que nous, communistes, nous combattons pour notre part depuis 1958, a démontré toutes ses limites. Il est urgent d'inventer ensemble une nouvelle République qui redonne du souffle à la démocratie et prend pour contrat social les valeurs sociales, laïques, démocratiques, féministes et écologistes. Pas moi, ça. C'est le mien, c'est celui de demain. C'est après. Moi, je te le garde. Chers amis, chers camarades, il est urgent de mettre ce combat à l'ordre du jour d'une nouvelle République et d'une nouvelle démocratie. D'autant plus que l'extrême droite rôde et qu'elle est prête à prendre le pouvoir. Il ne faut plus faire l'autruche, mais regarder le problème de face et le prendre à bras-le-corps. Partout sur la planète, et particulièrement en Europe, l'extrême droite progresse. Elle réalise plus de 20% dans 8 pays du continent aux dernières élections européennes. Elle dirige en Hongrie et en Italie. Elle ressurgit en Allemagne. Et une fois qu'elle prend le pouvoir, elle ne veut jamais le rendre. Regardez même comment nos amis brésiliens, avec Lula, ont eu le plus de mal à s'en défaire. Partout où elle passe, comme en Argentine, avec Milei, elle s'attaque aux droits des femmes et des minorités, aux droits de la presse, en favorisant les réseaux sociaux, s'attaque aux libertés publiques et fondamentales et à toutes les résistances, notamment syndicales. En France, l'extrême droite a de puissants relais, comme le groupe Bolloré, et des animateurs stars décérébrés qui, chaque jour, relaient, instrumentalisent, montent en épingle des faits divers en les érigeant comme des faits de société pour distiller le venin de la haine et de la division. Les révélations faites par l'humanité sur le projet Périclès
du milliardaire Sterin, qui d'ailleurs nous attaque au tribunal, et j'aurai le grand honneur de m'y rendre, j'espère que lui aussi, pour répondre de faits diffamatoires. Nous avons toutes les preuves et je sais que vous serez là pour nous défendre. Je le redis d'ailleurs au passage, l'humanité est beaucoup attaquée ces dernières semaines et derniers mois, notamment sur des enquêtes et par 3 fois par l'extrême droite. Nous, à chaque fois que nous sommes mis au tribunal, nous y allons physiquement, nous-mêmes, et j'y réponds en tant que directeur, quand eux se bloquent, se cachent derrière leur avocat. Donc je dis à M. Sterin, s'il nous écoute, puisqu'il nous a attaqués, rendez-vous au tribunal, nous y serons. Ce milliardaire a bâti un véritable plan de bataille de 150 millions d'euros pour préparer le Rassemblement national à la conquête du pouvoir et pour acquérir des médias afin d'infuser ses idées, doit donc nous alerter. Je sais que dans toutes les organisations progressistes se tiennent des débats sur la meilleure manière de combattre l'extrême droite. D'ailleurs, ici à l'Agora, nous en aurons plusieurs. Je souhaite donner là aussi mon avis, en sachant qu'il peut et doit être débattu, confronté et contre-argumenté. Bien sûr, le vote pour l'extrême droite revêt différentes réalités, éloignement des services publics, sentiment d'abandon et de déclassement, sentiment même que le vote ne change rien. Mais je pense que nous avons un double problème. Ce qui unit d'abord une majorité de cet électorat, c'est la peur de l'autre, la méconnaissance de nos frères et de nos sœurs d'humanité, ce sentiment que la société donne tout à l'un, qui serait l'étranger, et rien à soi, qui serait le français. Chers amis, chers camarades, cela s'appelle le racisme. Et si on ne s'y attaque pas, alors nous ne regagnerons pas ni la bataille des idées, ni celle des urnes. Je veux dire ici que la banalisation de l'antisémitisme et du racisme m'inquiète au plus haut point. Nous l'avons toutes et tous, collectivement, progressistes, démocrates, peut-être un peu sous-estimés. Il n'est pas seulement le fait de nervis d'extrême droite, mais d'un climat nauséabond, quotidien, alimenté par des paroles politiques, décomplexées, du ministère de l'immigration et de l'identité nationale sous Sarkozy, dont il paraît que Michel Barnier voudrait son retour, jusqu'à la loi immigration de Darmanin, validant les thèses du Rassemblement national. Les questions d'antisémitisme, de racisme, doivent devenir des sujets d'intervention majeurs pour la gauche de progrès social et écologique. Il faut le dire haut et fort, nous ne pouvons pas laisser ce sujet polluer l'espace public et empoisonner nos relations sociales. Il faut le faire refluer pour amorcer un rapport de force humaniste durable pour changer la société. L'antisémitisme, cette haine, ces clichés haineux d'un peuple juif auquel on attribue tous les maux, des épidémies aux inégalités sociales, est inacceptable. La hausse des actes antisémites nous est intolérable et doit être fermement condamnée à chaque fois, comme cet acte ignoble avec l'attentat contre la synagogue à la Grande Motte avec un homme arborant un drapeau palestinien. Je le dis, en plus d'être un acte antisémite, cet homme nuit au combat palestinien. Ne nous leurrons pas, l'antisémitisme se réactive en temps de crise à chaque fois qu'il faut trouver un coupable. C'est aussi la supposée critique d'une finance qui détourne, une critique de classe avec un contenu haineux et simplificateur. Les attentats meurtriers qui ont visé nos compatriotes juifs
depuis une dizaine d'années, nous rappelle à quel point il ne faut jamais transiger. Frantz Fanon disait « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. » Nous le redisons donc ici, à la fête de l'humanité. S'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à chacun et chacune de nous et à toutes les valeurs républicaines. Chers amis, chers camarades, il en va de même pour le racisme. Un système de séparation et de hiérarchie qui prend forme ici en France sur le rejet des populations issues de l'immigration postcoloniale, même si je ne sous-estime pas qu'il touche aussi les Roms, les Tziganes, les communautés asiatiques et bien d'autres encore. Basé sur des préjugés qui animalisent, qui fantasment l'idée d'un grand remplacement, qui menacerait une homogénéité ethnique inventée, le racisme s'exprime aussi, parfois, dans des contrôles de police humiliants, systémiques contre les jeunes arabes et noirs, mais aussi de lourdes discriminations à l'embauche ou au logement. Les jeunes des banlieues, souvent issus de l'immigration, mais pourtant nés en France, sont renvoyés et assignés par l'extrême droite à leur origine et seraient des Français de papier ou autrement, comme l'a dit une de nos collègues sénatrices, suspectés toujours d'être hostiles à leur pays. Chaque arabe ou noir serait donc forcément musulman et donc potentiellement un terroriste. Voici les théories fumeuses et racistes répétées à longueur de journée sur CNews. Qu'on l'appelle racisme anti-musulman, anti-arabe ou islamophobie, il est, lui aussi, en constante progression. Elle s'articule d'autant plus facilement que ce sont des catégories, bien souvent, en bas de l'échelle sociale et souvent précarisées. Alors, nous le redisons aussi. Être raciste, s'attaquer à nos compatriotes musulmans, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous et à toute la République. La lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, mais aussi contre l'homophobie et la transphobie, sont donc bel et bien partie prenante du combat de classe. Je le dis solennellement, ne tombons pas dans le piège d'opposer les luttes contre l'antisémitisme ou contre le racisme. Les deux rejets sont complémentaires et créent une matrice commune de haine et d'affrontement. Les théories du grand remplacement ou d'un prétendu complot juif utilisent les mêmes ressorts. Pour le combattre efficacement, faire reculer ces idées, restons unis. L'émergence du nouveau Front populaire a permis à des milliers de gens à se réintéresser à la politique, à militer et à voter. Notre unité, le respect de notre diversité et de notre pluralité n'est pas une faiblesse, mais une force pour toucher un public large et une nécessité pour combattre la peste brune. Unité, bataille idéologique et culturelle sont nécessaires pour regagner les esprits et les votes. Et la prochaine fois, nous serons majoritaires dans le pays, mais aussi à l'Assemblée nationale. Chers amis, chers camarades, nous aurons l'occasion de revenir durant ces 3 jours sur la question sociale, sur l'augmentation nécessaire des salaires, des pensions de retraite, pour mettre fin à la précarité et à la grande pauvreté. Une nouvelle fois, je veux saluer les camarades du Secours populaire. Je vois Thierry et Christian qui représentent la présidente d'Ariep. Les services publics sont une priorité politique s'il en est, car ce sont les biens communs de celles et ceux qui ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est ce qui fait République. Quand nos concitoyens se battent pour l'école de leurs enfants, pour le maintien d'un bureau de poste, d'une antenne de la CAF, pour les hôpitaux de proximité, ils demandent des services publics qui répondent à leurs besoins. Et vous le savez, nous avons une période récemment
où tout roulait parfaitement. Ce sont pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Renfort dans la justice et le système hospitalier, transport ponctuel, agents de prévention, police même de proximité. Le résultat, médaille d'or pour les services publics. Eh bien, ce que nous avons vécu pendant les Jeux olympiques et paralympiques, nous le voulons toute l'année et partout, sur tous les territoires. Je veux dire un mot aussi quand même sur ces Jeux olympiques et paralympiques qui viennent de se terminer. Non pas pour polémiquer, même si je vous avoue que c'était un peu jouissif de voir certains s'étouffer devant une cérémonie d'ouverture qui a délivré le message d'une France inclusive et porteuse d'un message universel. En plus des exploits de Teddy Riner, de Léon Marchand, de l'équipe de France de rugby à 7, mais aussi d'Hugo Didier et d'Aurélie Aubert, ces JOP ont été un succès grâce à la France des travailleurs et des travailleuses. Les médailles ont été réalisées par les salariés de la Monnaie de Paris. Les agents des transports publics ont répondu présent. Des milliers de bénévoles qui font vivre nos clubs de sport toute l'année ont encadré et accueilli des gens du monde entier. Et la majorité de nos sportives et sportifs, rappelons-le, sont obligés de travailler chaque année à côté de leur sport parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en vivre dignement. C'est cette France qui a permis le succès de Paris 2024. Nous avons, avec l'Humanité, pointé les dérives du sport business et les opérations de nettoyage social. Oui, tout n'a pas été rose, mais ce qui a fait le cœur de ces Jeux, de l'organisation à la ferveur, est le fruit de notre travail commun. Je veux d'ailleurs saluer Bernard Thibault, membre du comité olympique, qui a imposé la première charte sociale et obtenu des avancées, comme la régularisation des travailleurs sans papier, si indispensable dans les chantiers. Mais aussi la sécurité pour l'ensemble des salariés. Chers amis, chers camarades, pour conclure, notre combat ne serait pas complet s'il ne comprend pas la lutte internationale et la paix. La paix, non pas simplement comme une absence de guerre, mais bien comme projet de société, qui est indissociable de la grande sécurité humaine partout et pour tous. Oui, le combat contre l'oppression, la guerre, la misère de tous nos frères et sœurs d'humanité est le nôtre, partout où ils luttent. Alors soutien au peuple cubain qui lutte contre l'impérialisme américain et dont partout sur la fête, plusieurs stands du parti collecteront médicaments et vêtements pour faire vivre la solidarité concrète avec le peuple cubain. Soutien aux Kurdes qui ont lutté les armes à la main contre Daesh et continuent à lutter pour leur indépendance et la liberté d'Öcalan et de tous nos frères et sœurs kurdes toujours emprisonnés. Soutien aux femmes qui luttent partout sur la planète pour leur droit à disposer de leur corps librement, contre les violences sexistes et sexuelles, contre l'extrême droite ou les fondamentalistes religieux, en Afghanistan et en Iran. Soutien au peuple ukrainien et russe qui ont été plongés dans la guerre par Poutine, en rappelant que c'est toujours la jeunesse que l'on envoie au front en premier. Vite, un cessez-le-feu et l'arrêt des armes qui ont fait trop de morts dans cette guerre. Soutien à nos frères et sœurs d'humanité
qui fuient la guerre, la misère et l'oppression, exploités par des passeurs et traqués par les gardes-côtes en mer Méditerranée ou dans la Manche. Enfin, permettez-moi de m'attarder plus particulièrement sur deux situations. D'abord, celle des habitantes et habitants de la Nouvelle-Calédonie. Nous l'avons oublié, mais la France est toujours un pays colonisateur, puisque deux territoires, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, restent, selon l'ONU, des territoires à décoloniser. Les violences qui ont éclaté sur le Caillou ont fait une dizaine de morts. Cette flambée de violence est le résultat d'un passage en force du gouvernement concernant le projet de loi constitutionnelle sur le dégel électoral succédant au projet de loi sur le report de la loi et des élections provinciales. L'exécutif a donc tailladé les accords de Matignon, puis de Nouméa, et rompu le difficile équilibre de la paix civile. Pire, ils ont arrêté des militantes et militants et envoyé en métropole 7 d'entre eux, dont Christian Taine, chef de l'Union calédonienne, dont nous continuons à exiger sa libération. Il faut rappeler que si le corps électoral a été gelé, chose inédite en France, c'est que Paris a reconnu sa politique coloniale et pris les mesures nécessaires pour réparer ses méfaits. Nous appelons donc une nouvelle fois à reprendre le chemin de la palabre, du dialogue et non du passage en force pour retrouver un chemin original vers la décolonisation et un destin commun entre les Kanaks et les Caldoches. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'inaugurer pour la première fois une avenue Jean-Marie Djibaou demain, avec son fils, nouvellement élu, qui doit être parmi nous, Emmanuel. Et notre camarade Robert, mais comme je le connais, il m'a appelé tout à l'heure, j'arrive. Ça devrait être tard dans la soirée, mais on lui transmettra. Le second est pour finir, cher ami. C'est évidemment la question palestinienne. Nous sommes à 3 semaines du sinistre 7 octobre. Attaque terroriste du Hamas, que nous avons condamnée avec la plus grande fermeté. Nous pensons à chaque victime et nous continuons à appeler à la libération urgente des derniers otages encore retenus. Depuis cette date, les Gazaouis vivent un déluge de feu, de bombes, de missiles et de violences inhumaines. Des massacres, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité font désormais apparaître le risque plus que plausible de génocide. Comment pouvons-nous rester impassibles devant ce massacre d'une ampleur inégalée? Je rappelle que la question Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. Elle prend racine sur des décennies de violence, d'expropriation, d'apartheid, d'enfermement de prisonniers, dont Marwan Barghouti, dont nous exigeons toujours la libération. Gaza est détruite. Il ne reste rien, ou plus grand-chose. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus rien. Des humanitaires,
des journalistes ont été tués et plus de 5000 enfants ont déjà péri, et peut-être beaucoup plus. Alors avec toi, cher Allah, nous le redisons haut et fort, que nous voulons un cessez-le-feu et la paix, mais pour que la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut enfin la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67. Et une fois qu'on aura gagné ce combat, je l'espère au plus vite, que la France franchisse ce pas. Rien ne s'arrêtera tant que la Palestine ne sera pas libre, que la colonisation ne sera pas arrêtée, que l'apartheid ne sera pas mis à terre, que le mur ne sera pas tombé, que tous les prisonniers politiques auront retrouvé leur famille et que, évidemment, tous les réfugiés puissent revenir chez eux ou indemnisés. Cher Allah, tu as toute la solidarité de l'humanité, tu l'as toujours eue et tu continueras toujours à l'avoir. Et maintenant, la vraie conclusion. Je sais, il commence à faire froid, mais fête frileuse, fête heureuse. Je veux finir par remercier chacune et chacun d'entre vous pour la tenue de cette fête. C'est un événement toujours exceptionnel par l'investissement de femmes et d'hommes qui démontre la force de l'engagement et du collectif communiste. Je sais que nous vivons une période où donner de son temps pour les autres, pour porter des idées de partage et de solidarité, est parfois mal vu. C'est même difficile quand on se retrouve parfois seul face à une direction d'entreprise pour une distribution de tracts ou pour organiser un rassemblement. Mais sachez que partout dans le pays, d'autres personnes portent les mêmes combats, se démènent sans compter leur heure pour construire une autre société. Cela donne du baume au cœur, mais surtout une conscience collective qu'agir ensemble, changer la vie, même localement, ne doivent pas être considérés comme des petites victoires. Cette fête se prépare dès la fin de la précédente et se tient grâce au collectif militant communiste, à l'implication des élus qui sont des relais puissants de cet événement. Je veux à nouveau saluer l'engagement sans faille d'Éric Brève, le président de la communauté d'agglomération de Cœur-d'Essonne. Des deux maires. Ah ouais, voilà. Évidemment. Des deux maires, puisqu'on a décidé qu'on ne choisirait pas entre vos deux villes. Mais vous êtes les deux. Le maire du Plessis-Pathé, Sylvain Tanguy, le maire de Brétigny, Nicolas Méhari. Je salue évidemment nos deux maires communistes, nos camarades, évidemment Zizou, Philippe Riot, merci. Et le maire de Fleury-Mérogis. Je veux enfin saluer l'ensemble des équipes de la Fête de l'Humanité. Sachez que je sais ce que c'est et que c'est complexe de monter cette fête. Mais cette année, encore plus. Parce qu'avec le contexte politique tel qu'il s'est déroulé et dont nous allons débattre, elle a été rendue extrêmement complexe. Je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Thibaut Weiss.
Et lorsqu'on applaudit Thibault, je veux qu'on salue avec lui l'ensemble des équipes de la régie et les permanents comme les stagiaires. Chers amis, dans une minute, la fête va ouvrir. Gardez dans votre cœur la fraternité et la solidarité à tout instant pendant les 4 jours. Ici, on n'est pas sur une chaîne d'information où on veut faire le buzz et la petite phrase. On se respecte les uns et les autres, dans nos désaccords et nos différences. Même lorsqu'on monte une tente ou on prépare un punch, on fait de la politique. Ici, c'est le respect et la fraternité. C'est le débat contradictoire. Et je vous assure que pendant 3 jours, si on pose un peu notre téléphone et les réseaux sociaux, si on coupe la télévision et si on apprend à se regarder, à débattre ensemble, à ne pas être d'accord, mais à co-construire, ça va nous faire du bien à toutes et tous. Chers amis, chers camarades, je veux finir par la citation d'une grande dame qui nous fera l'honneur de revenir pour la 3e fois avec nous. Elle s'appelle Angela Davis. Et je veux le dire d'ailleurs, sa venue n'a été que possible par le collectif Moumia, qui sort d'ailleurs un ouvrage, et je tiens à les en remercier. C'est eux qui ont eu l'idée et c'est eux qui ont assumé. Angela Davis a dit « Je n'accepterai plus que je ne peux pas changer. Alors je changerai les choses que je ne peux pas accepter. » Chers amis, chers camarades, la fête est ouverte, elle est à vous. Vive la fête de l'humanité! Chers amis, chers camarades, merci beaucoup d'être venus. Malheureusement, le bar n'est pas monté à côté de moi, donc je vous invite, bien sûr, à vous retrouver dans les bars aux alentours de l'Agora, puisque nous avons mis toute notre force pour que les militants soient prêts et nous préparons la suite après. Merci beaucoup. Nicolas, merci d'être venu. C'est pas forcément d'accord avec tout. Évidemment. C'était fort, c'était puissant, c'était intéressant. Merci beaucoup. Aussi à dire sur le